Sébastien Bourget nous revient cette semaine pour sa chronique L'étrange Montréal. Donc, bonjour Sébastien. Salut Jason, ça va? Oui, toi? Très, très bien. Alors, tu viens nous parler de 2 lieux hantés à Montréal. Absolument, et je vous avertis, chers téléspectateurs et toi Jason, cette chronique-là est absolument pas faite pour les gens sceptiques, alors je demandais à tout le monde à la maison de laisser leur conception à la porte, et on va rentrer un peu dans le monde des esprits. Donc là, on prend notre habit de crédule. Littéralement. Parfait. Et là, tu veux nous parler, pour commencer, de l'Auberge Gabriel. Bien, en fait, plutôt l'Auberge Saint-Gabriel, qui pardon. est très, très connu, un établissement très connu dans le Vieux-Port de Montréal. Alors, reconnu depuis de très nombreuses années pour être hanté. Alors, je vais faire une espèce de petit survol de pourquoi elle est hantée, tout ça. Alors, encore une fois, on enlève les œillères et voilà ce que ça donne. Donc, selon la légende, la bâtisse appartenait à un riche marchand de fourrure plutôt malhonnête. Et par vengeance, un de ses concurrents a décidé de placer... Est-ce qu'il y a eu des marchands de fourrure honnêtes? Je suis pas encore sûr. OK, les registres n'en parlent pas encore. Alors, ultimement, par vengeance, un des concurrents de ce marchand-là a décidé de placer un baril de poudre noire et de le faire sauter, histoire de détruire carrément la maison ainsi que tous les stocks de fourrure qui étaient entreposés à l'intérieur. Okay. Et au moment de mettre son plan à exécution, ce que le concurrent ne savait pas, c'est qu'au grenier, il y avait une petite fille qui était en train de suivre une leçon de piano qui était donnée par son grand-père. Alors, au moment de l'explosion, la baraque a sauté, il y a eu un incendie qui s'est déclaré et les deux qui étaient au grenier sont morts des causes de l'incendie. Alors, après la reconstruction de l'auberge, les employés et de nombreux clients sont mis à expérimenter divers phénomènes plutôt étranges et paranormaux. Alors, ça va, tout partait du grenier. Alors, la nuit, quand tout était paisible, il y a des pianos et des harmoniums qui étaient entreposés au grenier, qui se mettaient à jouer tout seuls. Okay. Il y a aussi beaucoup de cas de puissants courants d'air dans des pièces fermées et qui n'avaient aucune fenêtre. Et le plus intéressant là-dedans, c'est qu'il y a eu des apparitions d'une petite fille qu'on soupçonne être celle justement qui a péri, qui est apparue souvent aux différents tenanciers au fil des années, à différents clients également. Et là, les gens qui ont été témoins de ça, je sais que tu voulais qu'on reste le sceptique à la maison, mais est-ce que c'est des gens qui étaient déjà au courant de la tragédie qui avait eu lieu? Pas vraiment non plus, parce que c'est ça que j'allais dire, l'apparition de cette petite fille-là, de ce petit spectre-là, est toujours accompagnée d'une très, très forte odeur de brûlé. OK. Donc, et voilà, c'est à y croire ou non, mais en tout cas, ça suit bien la légende. Et là, elle est toujours en activité, cette auberge. Littéralement, et les manifestations n'ont pas cessé depuis. Alors, si on est chanceux, si on va là y passer une nuit ou si on va simplement luncher là-bas ou quelque chose du genre, eh bien, c'est possible qu'on tombe sur un de ces éléments-là qui constitue la légende de la hantise de cet endroit-là. Mais là, est-ce que ça nuit à la clientèle ou au contraire, ça pas mène vraiment, plus de visiteurs? Honnêtement, je pense que d'après ce qu'on a su, la clientèle, dans le fond, est assez sceptique là-dessus, donc ça n'a pas nuit au chiffre d'affaires, mais c'est certain que ce chiffre d'affaires-là est un petit peu boosté par des gens qui viennent des 4 coins du monde, justement, pour faire leur petite enquête paranormale et qui demandent souvent de dormir au grenier ou quelque chose du genre, dans l'espoir de voir un de ces phénomènes-là se passer. Et comme deuxième lieu, tu veux nous parler de la Maison Duggan. Absolument, Maison Duggan, qui est située sur le campus de l'Université McGill. Ça, c'est assez amusant parce que cette légende-là, qui traite un peu de la Maison Duggan, c'est un petit peu notre Sleepy Hollow à nous autres. En tout cas, tu vas voir pourquoi. Tout commence par un commerçant de fourrure nommé Simon McTavish, qui est venu de l'Écosse et qui est arrivé à Montréal dans les alentours de 1775. Donc, cet homme-là, peu de temps après son arrivée, devient un homme d'affaires extrêmement prospère au Canada, un des plus prospère au Canada même, à cause de ses méthodes rigoureuses et extrêmement strictes en affaires. Alors, peu de temps après son arrivée, il épouse la fille d'un commerçant montréalais et il l'emmène vivre à Londres pendant quelques mois. Mais quelques mois après leur arrivée, l'épouse en question commence à avoir le mal du pays et s'ennuie de sa terre montréalaise. Alors, son mari, qui comprend la situation, décide de lui faire un cadeau, décide, dans le fond, de lui bâtir expressément pour elle un château sur le Mont-Royal, dans lequel il irait passer une partie de l'année, histoire de satisfaire son mal du pays. Et ce château-là, c'est la Maison Duggan? En fait, c'est un château qui s'est appelé le Château McTavish, tout simplement, mais qui va être plus tard la Maison Duggan. Donc, vous allez voir pourquoi. Alors, par la suite, durant la construction, McTavish, qui était très assidu sous la supervision de la construction, tout ça, a pogné une pneumonie et est décédé quelques mois plus tard. Et ultimement, à cause de ça, la construction du château McTavish ne s'est jamais terminée. Mais là, c'est à partir de là que l'histoire commence à devenir le fun.
Donc, le château n'a jamais été terminé, donc ils ont ordonné sa destruction. Donc, des travailleurs de nuit chargés de la démolition ont affirmé avoir vu le fantôme de McTavish les observer à partir du balcon principal de l'endroit et aussi souvent à partir du toit de la maison également. Mais encore plus le fun, bon, là, c'est... Comment ils faisaient pour reconnaître le fantôme? Ah, bien, apparemment, c'était une entité spectrale qui avait pas mal la démarche du bonhomme McTavish en question. Mais là où ça devient intéressant, c'est que d'autres travailleurs et d'autres personnes ont affirmé avoir vu le fantôme de McTavish glisser carrément sur les flancs du Mont-Royal, pas à l'aide d'un traîneau ni d'une luge, mais avec son propre cercueil. Oh. Ça a tellement motivé, enfin, ça a tellement stimulé l'imagination qu'il y a même... bien verni, ça doit bien glisser. Littéralement, tu dois atteindre 100 km/h assez facilement. Alors ça, cette petite histoire-là a tellement été appréciée qu'elle a été transformée en conte par un auteur écossais. Puis ce conte-là se propage à travers le monde. OK, c'est un conte qui est devenu important avec littéralement, le temps. qui fait partie un peu de l'ADN, un peu de Montréal et tout ça. Là, il ne reste plus de temps pour la chronique, mais en terminant, est-ce qu'il y a déjà eu des activités hostiles envers les gens dans ces lieux hantés-là, ou ça reste des apparitions, des bruits? Oui, exactement. Bien, en fait, il y a plusieurs parapsychologues et dans le médium qui ont été envoyés sur les lieux et tout ça pour voir si c'était des esprits hostiles ou non. Et ultimement, bon, selon les témoignages et tout ça, ça n'a pas l'air de poltergeist, d'esprits frappeurs, d'incubes ou succubes, n'importe quoi. C'est plus catégorisé dans la catégorie des visiteurs. C'est tout simplement des esprits qui n'ont pas voulu quitter un endroit significatif à leurs yeux, qui se montrent de temps en temps, tout ça pour signifier leur présence et dire « je fais partie de ces lieux-là ». Alors, voilà. Ah, d'accord. Bien, parfait. Bien, merci beaucoup, Sébastien. Ça fait très plaisir, Jason.